C'était censé être un court trajet, juste quelques heures pour me changer les idées. Mais le silence peut être cruel. Il vous fait entendre ce que vous avez essayé d'enterrer. Quand la voiture est tombée en panne sur cette route déserte, j'ai pensé que c'était un coup de malchance. Puis il est apparu, vêtements déchirés, regard calme, le genre de ceux qui vous font rester alors que vous savez que vous ne devriez pas. Il a dit qu'il m'aiderait. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Ce déclic signifie plus que vous ne le pensez, car il ne s'agit pas seulement de tentation, il s'agit de la facilité avec laquelle le salut peut ressembler à un péché. La route s'étendait depuis des heures, longue et ininterrompue, comme un fil tendu entre deux vies, celle que je fuyais et celle que je n'avais pas encore trouvée. L'air extérieur était sec, bourdonnant du bourdonnement des cigales de hockey et le soleil mourant s'étendait sur les champs de blé comme un incendie. J'avais quitté la maison avant l'aube, espérant que la distance apaiserait le vacarme dans ma tête. Mais le silence, imprégnais-je, ne fait qu'amplifier ce qu'on essaie de cacher. La voix de mon mari résonnait encore dans mes oreilles, ses questions, ses soupçons discrets, ce regard qui disait qu'il savait déjà que je pensais à quelqu'un alors que je ne devrais pas. Le volant était entre mes mains et la voiture sentait légèrement le parfum et le vieux cuir. La radio grésillait entre les stations, un chant s'estompant en parasite, la voix d'un prêcheur interrompu par le vent. Je me souviens avoir pensé que je pourrais conduire indéfiniment si la route continuait, que je pourrais peut-être disparaître entre le bruit des pneus et l'horizon. Mais le voyant du tableau de bord a clignoté une fois, 2 fois, avant que la voiture ne se mette à trembler comme un être vivant, luttant pour respirer. Je me suis garé, le gravier crissant sous les pneus et tandis que le moteur rendait son dernier soupir, tout est redevenu silencieux. Je suis sorti dans le silence. Le village s'étendait devant moi, silencieux et à moitié oublié, le genre d'endroit qu'on pourrait croiser des centaines de fois sans s'en souvenir. Quelques maisons se dressaient au loin, leurs toits s'affaissant sous le temps. L'odeur de terre et de fumée flottait dans le vent du soir. J'ai essayé mon téléphone, pas de réseau. Le seul bruit était le lent tic-tac du moteur qui refroidissait et le doux bruissement des champs qui se déplaçaient comme une mer. L'espace d'un instant, j'ai pensé que je pouvais réparer ça, que si j'attendais suffisamment longtemps, la voiture me pardonnerait. Mais le soleil continuait de décliner et avec lui une première trace de malaise. Je me mis à marcher. Le gravier mordait mes chaussures et la lumière s'est atténuée jusqu'à ce que le ciel se teinte de violet. C'est alors que je l'aperçus, une silhouette au bord du champ penchée sur quelque chose d'invisible. Il leva la tête comme s'il m'avait entendu à des kilomètres de distance. L'homme était vieux, le visage ridé comme de l'écorce, les mains sombres et lourdes de travail. Il portait un manteau qui semblait plus vieux que la route elle-même. Et lorsqu'il se releva, je remarquai sa sérénité tranquille, ni menaçante, ni engageante, mais certaine. « Tu es perdu ?» demanda-t-il d'une voix grave et rauque comme du gravier. « Ma voiture s'est arrêtée » dis-je en désignant la route du doigt. « Je crois qu'elle est fichue. » Il observa l'horizon où ma voiture était immobilisée comme un animal blessé puis hocha lentement la tête. « Il n'y a pas grand-chose qui roule par ici, dit-il. « Viens, je vais voir. » Il marchait à côté de moi sans se presser. Ses pas étaient rythmés, mesurés, posés. Lorsqu'il se pencha sous le capot, j'observais le mouvement de ses mains, précises, indifférentes à la saleté ou à la chaleur. Le ciel derrière lui était d'une couleur orange et pendant un instant, je ne pus dire si c'était le coucher du soleil ou la lueur d'un autre feu. « Conduite d'essence » murmura-t-il en se redressant. « Ça pourrait être pire, mais tu ne le feras pas réparer ce soir. » « Alors, j'attends le matin » demandai-je, espérant presque qu'il refuserait. Il s'essuya les mains sur un chiffon qui ressemblait plus à un souvenir qu'à un tissu. Les magasins les plus proches étaient à des kilomètres. « Tu peux passer la nuit si tu veux. J'ai une chambre d'amis. Elle n'est pas grande mais elle est sèche. » Il y eut un silence. J'aurais dû dire non. Mon instinct me disait de ne pas suivre un inconnu sur un chemin de terre au crépuscule, mais la solitude est persuasive. Elle déguise le danger en gentillesse et j'en avais assez de prendre des décisions qui me protégeaient mais qui me laissaient sans vie. Alors, j'ai hoché la tête. « Merci » ai-je dit doucement. Sa maison se dressait au bord du champ, une structure plus faite de volonté que de bois. Le porche craquait sous mes pas.
L'air était chargé d'une odeur de terre humide et d'une légère odeur sucrée, du foin peut-être ou des souvenirs. À l'intérieur, la lumière était tamisée. Une seule lampe dorait les murs. Une horloge faisait tic-tac quelque part, invisible, stable et insensible au temps. Il fit un geste vers la chaise près de l'âtre et je m'assis, tendant les mains. « Je m'appelle Lucas », dit-il en attisant le feu. « Je suis ici depuis près de 45 ans. Je n'ai pas beaucoup de visiteurs. »« Je m'appelle Élise », répondis-je d'une voix faible dans la grande pièce silencieuse. Il hocha de nouveau la tête comme si ce nom avait un poids qu'il reconnaissait. Pendant un moment, aucun de nous deux ne parla. Le feu crépita. Des ombres se balançaient contre les murs et dehors, le vent commençait à se lever. Je percevais la distance entre nous comme une ligne tracée dans la poussière fragile, attendant une raison de s'estomper. Il versa du thé dans 2 tasses dépareillées. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux non. « Loin de chez toi, dit-il. » Je regardais dans la tasse le reflet de la flamme qui tremblait à sa surface. « Ouais, » murmurai-je, plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder. Alors, non pas avec faim, mais avec compréhension, comme s'il pouvait voir à travers les couches que j'avais enveloppées autour de moi. La culpabilité, la lassitude, le besoin. Dans ce silence, la route aurait tout aussi bien pu disparaître. Il n'y avait que lui, moi et le léger bruit du feu qui crachait entre nous. En m'endormant cette nuit-là, je pensais me réveiller avec le même vide que j'avais emporté avec moi. J'ignorais qu'au matin, le monde serait différent, que la frontière entre la gratitude et quelque chose de plus sombre s'estomperait déjà. Je me suis réveillée au son de la pluie contre la fenêtre, douce d'abord, puis plus forte, comme si le ciel avait décidé de se vider d'un seul coup. L'air était frais, le genre de froid qui porte le silence. Et pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Le plafond au-dessus de moi était bas, les poutres en bois noircies par des années de fumée et de temps. Une couverture rugueuse me recouvrait. Quelque part en contrebas, j'entendais le léger frottement d'une chaise, le cliquetis du métal et le murmure lointain d'un homme qui se parlait à lui-même. Lucas, le souvenir me revint en morceaux. La voiture en panne, l'offre discrète, la lumière du feu. Je me suis redressée lentement, la tête encore lourde de rêves inachevés. La fenêtre ne montrait rien d'autre que des champs gris et de la pluie. J'ai retrouvé mes chaussures près de la porte et je suis sortie dans le couloir qui menait à la cuisine. Une odeur de café amer et vivifiante m'a accueilli en premier. Il était là, aussi immobile qu'avant, appuyé contre le comptoir, une tasse à la main. « Le matin » a-t-il dit, sa voix imprégnée du même calme grave. « L'orage s'est levé tôt, je le vois bien. » Ma voix s'est légèrement brisée comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des jours. Il a fait un signe de tête vers la chaise près du feu. « Asseyez-vous, vous n'irez nulle part tant que le temps ne sera pas clair. Les routes seront boueuses maintenant. » J'avais envie de protester, de dire que je ne pouvais pas rester, que quelqu'un m'attendait quelque part. Mais la vérité me serrait la gorge. Personne n'attendait. Pas vraiment. Mon mari s'était habitué au silence entre nous. Ce genre de silence qui emplit les pièces comme un brouillard. Je m'assis. La chaise, le feu déjà rallumé. Lucas versa du café dans une tasse et me l'attendit. Ses mains étaient fermes. Cette fois. Tu conduis souvent seul ? Pas vraiment, dis-je. J'avais juste besoin d'espace. Il m'observa un instant avant d'acquiescer. L'espace a son prix, dit-il simplement. Puis il se tourna de nouveau vers la fenêtre, regardant la pluie ruisseler sur la vitre. Tu peux rester jusqu'à ce que ce soit fini. Ce n'est pas prudent de conduire dans ces conditions. Les heures s'étirèrent silencieusement. La pluie se transforma en tonnerre et le vent s'abattit sur la maison comme un être vivant. Il me fit visiter les lieux. La cuisine avec ses plans de travail ébréchés. Le petit bureau rempli de livres qui semblaient intacts depuis des décennies. La chambre d'amis remplie d'outils et de photos. Une photo a attiré mon attention. Une femme, les cheveux relevés, le sourire doux et distant. C'était ta femme ? Il suivit mon regard. Oui, dit-il finalement. Il y a longtemps. Que s'est-il passé ? Il ne répondit pas tout de suite. Le silence était pesant,
remplie du bruit de la pluie qui s'abattait sur le toit. Elle est tombée malade, dit-il. On n'a rien pu faire. Je n'ai pas pu faire plus. Sa voix portait un message définitif, le genre de chagrin qui ne demande plus de réconfort. Pourtant, sa façon de se tenir là, la main posée sur le dossier de la chaise, me disait qu'il ne l'avait pas quitté. Le chagrin ne le quitte jamais vraiment. Il change simplement de nom. Au fil de la journée, nous avons parlé par bribes de la météo, du travail, de choses sans importance, mais qui d'une certaine manière en avaient. Le feu brûlait faiblement. La pièce était plongée dans la grisaille de cette fin d'après-midi. Je lui ai parlé de la ville, du bruit et de la circulation, de la façon dont parfois j'avais l'impression de disparaître à la vue de tous. Il écoutait comme peu de gens le font sans attendre de répondre juste à l'écoute. « Et tu t'es déjà demandé ce que ce serait, dis-je doucement. De tout recommencer, de tout quitter. » Il m'a regardé alors le regard creusé par le temps. « Je l'ai déjà fait une fois, a-t-il dit. Je croyais avoir trouvé la paix ici. Mais la paix ne vient pas de laisser les choses derrière soi. Elle vient d'affronter ce qu'on ne supporte pas de regarder. » Les mots s'enfoncèrent en moi comme la pluie sur la terre sèche. C'est peut-être pour cela que je ne bougeais pas lorsque sa main effleura la mienne, ni délibérément, ni hésitante juste là. Le contact fut bref, presque accidentel, mais il envoya un léger courant dans l'air. Aucun de nous ne parla. Dehors. Le tonnerre gronda à travers les champs et l'espace d'un instant, ce fut comme si le monde s'était réduit à cette pièce, à ce silence. Le soir venu, le courant vacilla et s'éteignit. La maison se perdit dans l'ombre, seulement trouée par le feu. Je l'aidai à allumer une lanterne, nos visages proches, la lueur se reflétant dans ses yeux. Il a souri faiblement et à cet instant, j'ai vu non pas les années sur son visage, mais quelque chose d'intemporel, de brut et de stable, comme la façon dont les vieux arbres retiennent les tempêtes sans se briser. Il s'est servi une autre tasse de café, cette fois pour lui, et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Dehors, la tempête était maintenant implacable, martelant les fenêtres. « Ça passera », a-t-il dit doucement. Mais il ne parlait pas de la pluie. Peut-être était-ce la solitude, le bruit du tonnerre ou son regard comme s'il pouvait voir tous les secrets que j'avais toujours essayé de cacher. Quoi que ce soit, quelque chose en moi a bougé. Je l'ai compris comme un fil et soudain, je me suis fiché de ce que cela signifiait. Peu m'importait le bien ou le mal, le monde au-delà de ces murs, il n'y avait que cela, le silence, l'insupportable proximité d'une autre personne qui comprenait ce que signifiait être seul. Quand il tendit la main par-dessus la table, je ne reculai pas et l'orage grondait dehors, mais à l'intérieur tout était immobile et dans ce silence, j'ai réalisé que la pluie n'était pas la seule chose qui avait commencé à tomber. La nuit avait englouti la maison. La pluie avait ralenti, mais son écho persistait. Un lent goutte-à-goutte sous l'avant-toit, un soupir à travers les fissures du bois. L'air était épais avec un goût de fumée et de terre humide et le feu s'était réduit à une faible pulsation rouge dans l'âtre. Je me souviens du moment où j'ai réalisé à quel point tout était calme, ce silence qui précède l'irréversible. Lucas était assis en face du plateau, le visage à moitié éclairé, à moitié perdu dans l'ombre. Il n'avait pas dit un mot depuis sa main. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Un silence chargé de souvenirs et de besoins. Quelque chose à la fois dangereux et tendre. Je voulais parler, dire quelque chose pour briser ce qui se construisait, mais ma gorge me trahit. Le seul son était le léger crépitement du feu mourant et le rythme régulier de notre respiration. Lorsqu'il se leva, ce ne fut pas soudain. C'était lent, délibéré, un mouvement inévitable. Il se rapprocha, le parquet craquant sous son poids. Mon pouls s'accéléra. Mon esprit se transforma en un tourbillon d'avertissement et de souhaits. Il s'arrêta près de moi, son ombre s'étendant sur le mur et pendant une seconde, aucun de nous ne respira. « Tu devrais te reposer, dit-il, la voix rauque d'hésitation. » Je levai les yeux vers lui, cherchant quelque chose dans son visage. De la clémence, de la retenue. Peut-être une raison de reculer. Mais ses yeux reflétaient tout ce que je cherchais à cacher. Et dans ce reflet, je me voyais non pas telle que j'étais, mais telle que j'avais été autrefois, vivante, désirée, sans peur. « Je ne peux pas, murmurai-je. Il ne bougea pas.
Le silence s'épaissit jusqu'à ce que la maison elle-même semble écouter. Lorsqu'il tendit enfin la main, ce n'était pas celle d'un étranger, c'était quelque chose de plus ancien comme une reconnaissance. Ses doigts effleurèrent ma joue, rugueux après le travail, mais prudent, presque respectueux. Leur contact sembla faire fondre quelque chose de gelé en moi. Ce n'était pas la femme qui avait quitté une maison pleine de questions. Je n'étais qu'un battement de cœur, un souffle me souvenant de ce que signifiait être vu. Quand le monde cessa de faire semblant d'être innocent. Ce fut lent, presque prudent au début, 2 personnes testant le poids de ce qu'elles savaient déjà perdre. Puis cela s'intensifia, le genre de qui vole l'air de vos poumons et le remplace par du feu. La tempête extérieure était passée, mais une autre se levait, une tempête à laquelle nous ne pouvions échapper. Il n'y avait plus de logique, plus de morale, seulement le souvenir de quelque chose d'ancien et d'imprudent. Ses mains tremblaient comme si lui aussi était pris entre le désir et le regret. Chaque souffle, chaque frisson comme une réponse à une question qu'aucun de nous n'avait osé poser à voix haute. Je savais que c'était mal. Je le savais même en m'y laissant aller. Mais la culpabilité enveloppée de désir ressemble beaucoup à la vérité. Plus tard, alors que le feu n'était plus que de faibles braises et que l'air était lourd de ce que nous avions fait, je restais allongé là, fixant le plafond, le cœur battant encore fort. Il était à côté de moi, silencieux, sa respiration lente et régulière. Je voulais lui demander ce qui allait suivre, mais les mots ne venaient pas. Peut-être parce que je connaissais déjà la réponse. Rien. Il n'y avait pas d'après. Il n'y avait que cette nuit suspendue dans le temps luisant faiblement comme un péché qui ne voulait pas s'éteindre. Dehors, l'orage avait continué. La pluie avait laissé le monde resplendissant, lavé. Mais en moi, tout était souillé. J'ai pensé à mon mari, à la façon dont il traçait des cercles sur mon poignet lors de notre première rencontre, à la façon dont ses petits gestes étaient devenus routiniers. Je l'avais tenu pour responsable de ce vide, mais maintenant je me demandais si ce vide avait toujours existé. Lucas s'est réveillé. « Tu devrais dormir », murmura-t-il, les yeux toujours fermés. Je me suis tournée vers lui, scrutant son visage. « Tu le regrettes ?» Sa mâchoire se serra et pendant un long moment, il resta silencieux. Puis de cette même voix calme et allée dit-il. « Des regrets pour ceux qui pensent qu'ils auraient pu l'empêcher. » Ces mots me transpercèrent. Il n'y avait aucune excuse, aucune justification non plus, juste la vérité. Et d'une certaine manière, cette vérité me faisait plus mal que tout. Je me suis détournée, observant la faible silhouette de l'aube qui commençait à se profiler par la fenêtre. Le matin arrivait inévitable. Nous ne parlâmes plus. La lumière révéla lentement la pièce. Le parquet usé, la poussière flottant comme de la cendre, les vêtements éparpillés comme la preuve de quelque chose à la fois sacré et ruineux. Lorsque le soleil perça pleinement sur les champs, son visage était devenu froid. Je restais immobile, habillé, sans un bruit. Le sol sous mes pieds gémissait comme pour m'avertir qu'une fois dehors rien ne serait plus comme avant. Il ne bougea pas mais je savais qu'il ne dormait pas. Arrivé à la porte, je l'entendis dire doucement, « Retourne par la route principale. La voie est libre maintenant. » J'acquiesçai bien qu'il ne puisse pas le voir. Ma main s'attarda un instant sur l'encadrement de la porte. Puis je sortis dans le matin pâle et brisé. Le monde sentait la terre humide et un pardon que je ne méritais pas. Chaque pas que je faisais vers ma voiture était plus lourd que le précédent. L'orage était passé mais son souvenir s'accrochait à tout. Les arbres, l'air, ma peau. Quand je regardais la maison, elle me semblait plus petite, comme si elle se retirait déjà dans la brume. Mais même si la distance augmentait, je savais que je n'avais rien laissé derrière moi. Certaines routes ne finissent pas là où la carte les indique. D'autres vous suivent jusqu'à chez vous. Et lorsque j'ai tourné la clé, le moteur a démarré du premier coup. La voiture avait juste besoin de repos. J'aimerais pouvoir en dire autant de moi. La route du retour était silencieuse. Ce silence qui ressemble à une punition. La tempête avait lavé le monde, mais pas moi. Le ciel était pâle et vide d'un bleu délavé qui semblait trop calme pour ce que je portais en moi. Mes mains tremblaient sur le volant, non pas de froid, mais de souvenir. Chaque coup de pneu m'éloignait de cette maison et m'enfonçait plus profondément dans la douleur de ce que j'avais fait.
L'air sentait la pluie et la cendre et je ne savais pas si je laissais quelque chose derrière moi ou si je le traînais avec moi. Lucas, ces mots résonnaient encore. Des regrets pour ceux qui pensaient pouvoir l'empêcher. Je voulais croire que je n'y arriverais pas. Que la tempête nous avait rendus tous les deux impuissants. Mais les mensonges, même les plus doux, pourrissent vite à la lumière du jour. J'aurais pu m'arrêter. Je ne l'ai pas fait. J'avais franchi une ligne sans retour, ni fierté, ni satisfaction, juste l'écho d'être vu, d'être aux côtés de quelqu'un qui me regardait sans jugement. C'était le péché avec comme un salut. Quand j'arrivais à la sortie de la ville, le soleil était plus haut, illuminant les toits mouillés et les trottoirs fumants. Ma maison m'attendait au bout de la rue. La même véranda, les mêmes fleurs que j'avais plantées des mois plus tôt, leurs pétales courbés sous la pluie. Tout était comme avant, sauf moi. La voiture de mon mari était garée dans l'allée. J'ai regardé les rideaux bouger légèrement, une ombre passant derrière eux. Il était à la maison, il l'avait toujours été. Quand je suis entrée, une odeur de café et une légère odeur d'eau de Cologne m'ont accueillie. Familiale, ordinaire, presque clémente. Il leva les yeux de la table de la cuisine, la surprise traversant son visage avant de se transformer en autre chose. « Tu es revenu » dit-il. Juste ça, pas de sourire, pas d'étreinte. « Si » murmurai-je. Ma voix était étrangère dans le silence. Il m'observa comme un homme lisant un livre auquel il n'avait pas confiance. « L'orage était violent » dit-il enfin. Restez quelque part. Le mensonge était venu facilement. Un vieux fermier m'a aidé. La voiture est tombée en panne. Il hocha la tête. Son regard s'attardant une seconde de trop. Peut-être qu'il me croyait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, le silence qui suivit fut pire qu'une accusation. C'était une acceptation. L'accord tacite de deux personnes qui avaient cessé de se tendre la main depuis longtemps. Je montai dans notre chambre et me plaçai près de la fenêtre. La pluie avait recommencé, légère et régulière, laissant des traînées argentées sur la vitre. Quelque part au-delà de ces nuages se trouvait cette route solitaire, cette maison, cet homme dont je n'oublierai jamais le contact. Je me demandais s'il était toujours ce feu qui pensait à moi ou si j'étais devenue une simple voyageuse de plus traversant son silence. J'ai fermé les yeux, la paume de la main appuyée contre la vitre. Je me suis dit que j'allais passer à autre chose, que cela s'effacerait comme toutes les erreurs que l'on enfouit sous la routine. Mais au fond, je savais que certains moments s'impriment si discrètement en vous qu'on ne perçoit la blessure que bien plus tard. Cette nuit-là, j'étais allongée près de mon mari. Sa respiration régulière et indifférente. L'espace entre nous ressemblait à une confession qu'aucun de nous ne voulait entendre.